d'information et d'orientation. C'est-à-dire quand vous rentrez sur notre site, quand vous rentrez ou vous êtes contacté par email, WhatsApp, etc., par n'importe quel moyen de communication sur les réseaux sociaux, où vous nous contactez, vous allez trouver notre staff administratif et nos professeurs. Donc, le staff administratif et les professeurs, sur site, vous allez trouver chacun, il a une fiche avec sa spécialité et une vidéo pour présenter sa spécialité. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Le centre d'information et d'orientation, son rôle est de vous orienter vers la formation qui vous convient. En plus, le CIO, il accompagne, par exemple, les nouveaux qui arrivent en Tunisie ou qui arrivent sur Tunis et qui n'ont pas où loger. Par exemple, il les aide à trouver des logements. Et la Polytechnique, elle offre 1 semaine à 2 semaines de logement gratuit à chaque étudiant quand il arrive, pour le temps qu'il s'installe et qu'elle l'aide à trouver un logement. Aussi, on a signé, Polytechnique, elle a signé des conventions avec des banques. Donc, elle met les étudiants en relation avec ces banques. Pourquoi? Pour voir s'il y a possibilité de financer ces études à des taux très réduits, à des taux préférentiels et parfois même des crédits d'études taux zéro. Ça, c'est la partie pré-études, c'est-à-dire un accompagnement personnalisé par notre staff administratif et enseignant et pédagogique pour aider chacun à retrouver ses pas, c'est-à-dire démarrer ses études dans des bonnes conditions avec les plus grandes chances de réussir. Pour cela, il faut avoir un logement, il faut avoir l'esprit tranquille. Il faut aussi, pour ceux qui ne peuvent pas se permettre de payer complètement leur scolarité, d'avoir des financements selon le cas par nos partenaires qui sont des banques. Ça, c'est la partie CIO pré-études. Après partie études, on a 35 formations dans le groupe. Et chaque formation et chaque parcours, il a un responsable à votre écoute qui vous répond à n'importe quel instant parce que l'équipe, elle marche de façon à ce qu'il y a des enseignants qui sont en cours du jour, des enseignants qui sont en cours du soir, des enseignants et administrations en e-learning. Et vous avez tout le PM aujourd'hui en digital. Le PM en digital. C'est-à-dire tout peut fonctionner. Vous êtes dans n'importe quel endroit du monde et avec le digital, vous recevez aujourd'hui vos cours ou vous rentrez dans les cours qu'on dispense. Et d'ailleurs, je profite ici pour dire un point fondamental que pendant cette période du Covid, tous nos enseignants font rentrer dans leurs cours sur nos plateformes à suivre les cours, tous ceux qui désirent suivre les cours gratuitement en ce moment, que ce soit des bacheliers, que ce soit des étudiants qui appartiennent à d'autres universités. Parce que c'est la solidarité et la responsabilité sociale et nos valeurs à l'université méditerranéenne, la démocratisation de l'enseignement, c'est-à-dire rendre l'enseignement accessible à tous et au moindre coût. C'est ça, ça veut dire la démocratisation. Donc, dans nos parcours, on respecte nos valeurs qui sont une plus grande professionnalisation, une plus grande internationalisation. Et qu'est-ce que ça veut dire une plus grande professionnalisation? C'est-à-dire un parcours plus une certification, plus un stage, que ce soit avec Mustaqbal, avec qui on a signé et qui regroupe 900 entreprises, plus un embauche s'il faut, que ce soit en Tunisie, que ce soit à l'étranger. On a 2 anciens de chez nous, je veux dire, quand je dis de chez nous, du réseau et de l'université méditerranéenne et de PM qui ont étudié. Après, ils sont devenus des docteurs, des enseignants, des ingénieurs, des cadres, des financiers, et qui dirigent des entreprises et des institutions, que ce soit en Tunisie ou à l'étranger, partout en Afrique. Donc, pas dans un seul pays. C'est ça
l'internationalisation et la professionnalisation, c'est les certifications, c'est le fait, c'est très simple, hein, le symbole est très simple. Un étudiant égale un parcours, formation, certification, diplôme, embauche. C'est vers ça que l'université travaille, avec les trois phases. La phase 1, je rappelle, c'est la phase CIO, c'est-à-dire on passe par notre centre d'information et d'orientation pour vous aider, vous orienter à trouver la même formation, la meilleure formation qui vous convient. Et il y a des passerelles aussi, peut-être vous faites 2 ans et après vous voulez changer pour aller sur un autre cycle ou sur le cycle ingénieur, etc. Il y a des passerelles. Euh, donc la phase CIO, la phase centre d'information et d'orientation, elle est fondamentale pour vous aider à vous installer, à choisir la bonne formation et à avoir toutes les chances de réussite de votre côté. Et l'université, elle est là à vous soutenir. Après, phase 2, c'est la phase formation. Dans cette phase-là, où il y a toutes les formations qu'on a dispensées en cours du jour, soir, distance, week-end, étudiants, cadres, bacheliers, etc., c'est adressé à tout le monde et qui prépare à tous les métiers de demain. En plus, quand vous faites cette phase-là, vous êtes dans des clubs aussi au sein de l'école, des clubs scientifiques et des clubs de loisirs qui vous aident à évoluer scientifiquement et à profiter des compétences de nos profs pour vous aider à perfectionner ce que vous voulez faire. D'ailleurs, on a des étudiants qui sont inscrits avant dans des clubs robotiques, etc., informatiques, qui ont fait des applications, qui ont fabriqué des robots. Ils ont participé dans des concours internationaux avec ça, ils ont gagné. Et on a même organisé un challenge pour lutter, trouver les moyens de lutter contre le Covid-19 en cette période, comme on a cette responsabilité sociale comme université. Et il y a des 11 gagnants, et parmi les gagnants ici, il y a un prof, Madame Roule, de l'école polytechnique, que vous allez retrouver sur Radio Med en direct demain. Voilà, ça c'est pour ne citer qu'un ou deux exemples. Il y a beaucoup de success stories à l'école polytechnique. Donc, vous les trouvez sur la page success story de l'école. La responsabilité sociale aussi. EPM aussi, elle s'est engagée à accueillir en préparatoire tous les étudiants qui réussissent majeurs dans leur lycée. Le premier, il viendra à Polytechnique pour faire sa première année gratuitement dans nos prépas. Donc ça, on tient notre parole. Donc rendez-vous avec tous les bacheliers en Tunisie et en Afrique. Celui qui a perdu l'attestation, qu'il a réussi en bac majeur de son directeur du lycée, s'est certifié conforme. Donc, il a sa place gratuite en première année dans la prépa de Polytechnique. Donc, quelle que soit sa nationalité, hein, quelle que soit sa nationalité et quelle que soit la discipline. Et sa place, elle sera gratuite dans la prépa ou dans d'autres formations du groupe. Voilà. Parce qu'on a, comme je vous ai dit, 35 formations, visiter nos formations. Et après, la phase 3, c'est la phase post-études. Donc, vous avez la phase pré-études, le CIO, la phase études avec les certifications, club, cours, présentiel, distance, e-learning, etc. Et la phase post-études. Dans la phase post-études aussi, chaque étudiant qui rentre dans l'université, il prépare son projet professionnel. Qu'est-ce qu'il veut devenir après avoir fini ses études? Et donc, cette phase-là, elle est préparée dès le début. On ne peut pas vous laisser faire 4 ans et après vous dire ah, qu'est-ce que je veux devenir moi avant, après. Non, on vous accompagne dès le départ et on vous oriente. D'ailleurs, on a rendez-vous 13, 14, 15 mai avec les journées orientées métiers.
les journées métiers et innovation auxquelles on vous invite pour vous expliquer davantage. Donc, une fois on a fini ce parcours, on est en poste, on est inséré avec son projet professionnel dans le monde du travail. C'est-à-dire, quand vous allez chercher du travail, vous allez dire, voilà, c'est ça mon projet professionnel, j'ai fait un, 2, 3. Vous êtes admis d'office, vous avez beaucoup plus de chances que votre futur employeur vous recrute directement sur un projet professionnel que quelqu'un qui envoie des CV à droite et à gauche pour essayer de trouver du travail, sans savoir et sans avoir un bagage pour convaincre l'entreprise pour le prendre. Vous me suivez? Et donc, il y a beaucoup de chances qui s'ouvrent à nous et à vous. Par exemple, quand on a fait la semaine dernière le challenge, et d'ailleurs on va reprendre avec le challenge dès le 9, où chacun des gagnants qui a fait un projet qui a été retenu va présenter pendant un quart d'heure. On a même des représentants en Europe des laboratoires, par exemple Novartis, ce sont des laboratoires médicaux, des laboratoires aussi de fabrication de matériel médical, qui sont intéressés à écouter tous les candidats qui ont gagné les 11 et à voir lequel de ces projets peut être suivi, commercialisé, industrialisé en Europe, si l'un des projets mérite de le donner à l'un des laboratoires de fabrication de matériel médical ou de fabrication d'autres applications dans ce domaine. Voilà. Donc ça, c'est une partie des success stories. En plus, il y a aussi les procédures de double diplôme aussi avec les universités européennes, canadiennes, nord-américaines, etc. Par exemple, il y a un DBA, il y a un doctorat en Business Administration qui est un diplôme complètement français, mais qui est dispensé dans des écoles, parfois dans l'école, parfois dans des hôtels en Tunisie ou à distance aussi. Et le diplôme, il est français et la carte d'étudiant, elle est aussi française. Et donc, le but du DBA, c'est qu'une fois euh, vous êtes ingénieur, une fois vous êtes, je ne sais pas moi, vous avez une maîtrise en économie, en gestion, en finance, ou un M1, M2 pour parler langage big data, etc., ou en informatique, électronique, etc., quelle que soit la formation, si quelqu'un n'est pas orienté vers la recherche, c'est-à-dire il est orienté beaucoup plus sur l'aspect professionnel. Il peut faire un DBA parce que le titre du DBA, il veut dire doctorat en business administration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous avez fait des études d'ingénieur, vous avez fait des études en finance, vous avez fait des études de maths, etc. Et là, vous voulez vraiment devenir dirigeant et apprendre les basics de la gestion des institutions, des entreprises. Vous pouvez faire ce qu'on appelle une thèse professionnelle. Ce n'est pas un doctorat théorique de l'université, mais c'est une thèse professionnelle. C'est à mi-chemin entre le doctorat que vous connaissez et un DEA classique. C'est au milieu. C'est un peu comme des thèses de troisième cycle. Et donc, le but de ces thèses-là, c'est de vous donner les cartes nécessaires pour dire je peux gérer, je suis dirigeant, je suis spécialiste de ce thème. Donc, si par exemple, vous êtes, et ça intéresse non seulement ça intéresse surtout les gens qui ont fini leurs études. Donc, tu as fini ton MBA, tu peux faire un DBA. Tu as fini cycle ingénieur, tu peux faire un DBA. Tu as fini ton M2, tu peux faire un DBA. OK? Maintenant, l'avantage aussi est que les gens qui ont arrêté au niveau du bachelor, c'est-à-dire ils ont fait juste une licence, ces gens-là, s'ils sont sur le marché de travail et s'ils justifient une expérience d'au moins 5 ans, ils peuvent s'inscrire au DBA.
et faire un travail dans le DBA qui est lié à ce qu'ils font en entreprise. Donc, c'est ça, toutes les possibilités qui s'offrent. Aussi, il y a le double diplôme avec l'Université de Nantes, avec l'Université de Cergy, etc., où les étudiants auront 2 quarts d'étudiants, auront 2 diplômes publics ou privés, français, tunisiens, etc. C'est ça nos possibilités. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez retrouver tout sur nos sites et vous pouvez contacter tout notre staff. Donc, le site, c'est www.epm.nes.tn. Donc, vous retrouvez notre staff pour tout vous expliquer. Et donc, on est tous à votre disposition. Dernier appel, on souhaite d'ailleurs la réussite à tous les étudiants en bac. Et aussi, on souhaite que nos étudiants intérieurs font rayonner le drapeau de leur école polytechnique et ils contactent les amis et leurs amis à nous joindre nombreux, à faire profiter de nos formations, de nos offres de formation, pour les rendre, comme on a dit, demain, les leaders de l'Afrique, des dirigeants, des ingénieurs, des créateurs de projets, des vrais entrepreneurs. Voilà. Et merci pour votre écoute. Je cède la parole à Madame Imen. Nous vous remercions, professeur Mondr Bellallah, le président du Conseil scientifique de l'Université méditerranéenne, pour votre discours enrichissant. Et nous cédons maintenant la parole à notre enseignante et la responsable de la filière énergétique, Madame Yathreb Abdellaoui, qui va nous présenter le département génie civil. À vous la parole, Madame Yathreb. Bonjour Madame Imen, bonjour tout le monde. Je vous remercie tous d'avoir accepté de nous suivre pendant ces journées portes ouvertes. Allô, bonjour. Oui, on vous écoute, Madame Yathreb. Ah, parfait. Donc voilà, donc je m'adresse à vous aujourd'hui afin de vous présenter la spécialité génie civil. Donc la spécialité génie civil, le parcours implanté dans l'EPM, c'est le bâtiment. On va commencer par un plan qui est le suivant, introduction, conditions d'admission. On va passer après aux compétences visées, ensuite aux équipements disponibles à l'école polytechnique, puis la génie civil en photo, et finalement, on va finir par une conclusion et perspective. Pour les conditions d'admission, pour s'inscrire en première année, il suffit d'avoir évidemment un baccalauréat scientifique, ou bien pour les étrangers, ceux qui ayant un BTS peuvent nous joindre en année terminale pour avoir leur diplôme de licence. Sinon, voilà, on va passer à la licence génie civil, peut intervenir dans les secteurs variés tels que bâtiments, en construction audit énergétique, les travaux publics, routes, ouvrages d'art et topographie pour assurer les levées topographiques. Les compétences visées, en fait, afin de cette formation, l'étudiant ou bien le licencié doit être capable de réaliser le projet en dessin, croquis, esquisse, pour pouvoir réaliser ensuite les travaux de construction. Maîtriser les aspects opérationnels des études de structure, calculer une structure en béton sous la direction d'un ingénieur, prévoir le chantier, déterminer la bonne réalisation d'un ouvrage et concevoir le projet. Il doit être aussi capable de veiller à la bonne réalisation des travaux, démontrer de grandes qualités d'organisation et de rigueur, posséder un bon esprit d'analyse, être innovant et réactif pour pouvoir trouver des solutions en mesure avec les impacts et les enjeux, avoir des qualités relationnelles et aimer le travail d'équipe et avoir le sens de la négociation. Donc, pour les connaissances dispensées, la licence de génie civil permet d'acquérir, comme je viens de citer, les concepts de base en sciences pour l'ingénieur afin de préparer au métier du bâtiment. Les étudiants peuvent poursuivre en master audit et efficacité énergétique ou s'insérer dans la vie professionnelle
en construisant un parcours professionnel grâce à des modules professionnels et à un stage obligatoire au moins de 8 mois, de 8 semaines en troisième année. Donc, je vous appelle tous les étudiants de la troisième année génie civil à nous joindre au master audit et efficacité énergétique, puisqu'il y en a beaucoup de matières communes, beaucoup d'objectifs communs, donc on peut converger là-dedans. Okay. Pour les métiers, le licencié génie civil sera chargé d'affaires dans un bureau d'études, de contrôle ou de maîtrise d'œuvre. Il peut être aussi un conducteur de travaux, chef de chantier dans des sociétés de bâtiments, un technicien de services techniques de collectivité ou un professeur au lycée ou dans des écoles. Les équipements, voilà, on passe aux équipements destinés au TP de la génie civil. Le PM est riche en termes d'équipements de la spécialité. On peut voir voilà, les tamis qui servent à l'analyse kilométrique. On peut voir aussi ces cônes d'Ambrams. Les modèles de moule, on distingue plusieurs modèles. Celui existant, c'est le Practor, c'est le plus utile déjà. On peut passer aussi pour assurer l'essai de teneur d'eau, on peut trouver voilà, ces instruments ainsi que ce four. Donc finalement, on croit que nos croyances, c'est que les TP, c'est un complémentaire, voire même c'est la base de la formation. C'est pour cela, on n'hésite pas à offrir aux étudiants l'occasion d'un apprentissage bien équilibré. Pour illustrer ces TP, je vous ai apporté ces photos. Voilà, c'est la génie civile en photo. Merci à Madame Wafé Unifi qui m'a donné ces photos de TP de topographie pour la première année génie civil. On voit ainsi nos chers étudiants, Saada, Elias, Genovic, Atf, qui sont en train d'assurer un TP de topographie tout près de l'école. Voilà d'autres photos. Il y en a des étudiants qui manipulent eux-mêmes le TP. Après, voilà, on passe aux photos qui suivent. Voilà, donc la formation à l'EPM est basée sur les 3 piliers les plus importants, le théorique, l'aspect théorique des choses, des travaux pratiques et le stage de PFE. Les stages, il y en a des stages d'initiation perfectionnement que les étudiants assurent dans des sociétés de bâtiments et le PFE qui se déroulera en collaboration avec des industriels. L'étudiant de l'EPM est gâté, il est encadré d'une part par un encadrant académique assurant le côté pédagogique et un encadrant industriel lui aidant à se familiariser avec le milieu professionnel, ce qui reflète la bonne articulation avec le tissu industriel. En effet, à part ces stages, l'EPM est en perpétuelle collaboration avec les industriels à travers des formations et des conférences hebdomadaires. Je vous rappelle, chers étudiants, qu'au cours de cette année, vous avez suivi des formations complémentaires avec un architecte très bien réputé dans le marché tunisien, M. Tarek Boussaidi, avec lequel vous avez suivi des formations en AutoCAD et en Arch. Passons finalement aux conclusions et perspectives. Le projet de l'EPM, c'est le projet de ses étudiants. Tout est fait pour permettre à l'étudiant d'exprimer ses talents. On s'engage à mener à bien ces projets à travers l'encadrement et l'accompagnement. L'EPM est une école qui vous forme et qui ne nous déforme pas. La réussite de l'EPM, c'est la réussite de ses diplômés. Donc, notre projet est d'aider chaque étudiant à l'école à construire son propre projet, espérant, faisant de chacun quelqu'un de responsable et d'ambitieux. Ma plus grande fierté, c'est que la quasi-totalité de nos étudiants y parviennent. Voilà, et finalement, je vous cite nos valeurs. Un étudiant, c'est un parcours, et un parcours accrédité plus une certification ne peut donner qu'un cadre ingénieur, dirigeant, entrepreneur et chercheur, et voire même un docteur de demain.
Si vous êtes intéressé donc par cette spécialité, vous pouvez nous joindre à travers les adresses indiquées, LinkedIn, Facebook et la page officielle sur site officiel de l'EPM. Et je vous remercie pour votre attention. Merci À beaucoup. vous la parole. Oui, Merci beaucoup, Madame Yathreb Abdellaoui, pour votre présentation qui nous a permis de comprendre de près donc, le département génie civil. Alors maintenant, je cède la parole au représentant du bureau BRI, Monsieur Fleury, si vous êtes avec nous. Oui, bonjour. À vous la parole, Monsieur Fleury. Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chers invités, encore pour une troisième fois. Nous sommes là pour vous informer, pour vous écouter sur l'école polytechnique méditerranéenne de Tunis. Et pour vous rappeler que ces 2 derniers jours, les différents enseignants étaient sur le plateau pour vous présenter le contenu de leur formation, leurs enjeux et aussi l'environnement de l'école méditerranéenne polytechnique. Et hier même aussi, et aussi ce matin, le président du conseil scientifique vous a édifié largement sur les opportunités qu'offre l'université et notamment le partenariat avec des banques en vue d'un soutien aux étudiants et le centre d'information et d'orientation qui comporte plusieurs passerelles et questions d'actualité avec la COVID-19. L'école a organisé des challenges et aussi nous sommes très avancés, l'école est très avancée dans la construction d'une bibliothèque virtuelle qui sera la plus grande bibliothèque virtuelle d'Afrique. Et l'école a des opportunités, notamment les doubles diplômes, avec des diplômes français, canadiens, et aussi le doctorat professionnel qui est le doctorat in Business Administration, la formation e-learning, tout ça, c'est pour vous montrer l'importance de l'EPM, l'intérêt de venir parfaire vos connaissances dans cette université. Et pour la journée d'aujourd'hui, le programme est riche. Encore beaucoup de professeurs seront là pour vous parler de différents domaines. Et à peine quelques minutes, vous avez écouté le témoignage, la déclaration de notre très chère enseignante qui vient de dire, qui vient de vous rappeler que l'école est riche en termes d'équipement. Un ingénieur ou même un technicien et même les titulaires de licence ont droit à la manipulation des appareils de terrain. Parce que demain, une fois à la fin de vos études, une fois sorti à l'EPM, vous serez confronté aux réalités du terrain. Mais vous aurez votre avantage serait d'abord de maîtriser au niveau de l'école tout ce qui est outils, tout ce qui est matériel. Et l'EPM a de l'avance sur les autres universités que nous connaissons. Et aussi, l'EPM forme et ne déforme pas. Voilà un slogan qui est un slogan riche que vous devez vous approprier. Et hier aussi, on a eu à discuter, à échanger sur l'accueil des étudiants et aussi la situation sociale. Parce qu'enseigner n'est pas seulement de diffuser des connaissances ou d'inculquer des connaissances, mais c'est aussi accompagner socialement les étudiants, les mettre dans des bonnes conditions d'études pour qu'ils produisent bien. Et en ce sens, tout est là déjà. Il y a déjà, ça continue. Il y a tout un programme
pour accompagner les étudiants, leur assister, leur porter assistance, que ce soit en moyens alimentaires, que ce soit leur attribuer des locaux pendant cette COVID-19. Voilà, très chères mesdames et messieurs, voilà, très chers invités, en quelques lignes, les grandes opportunités que l'EPM offre, Voilà en quelques lignes ce que nous avons échangé avec vous, ce que nous voudrons vous donner comme information pendant ces 3 journées. Voilà, Madame Imen, un bref rappel de ce qui a été dit hier et de ce que nous faisons aujourd'hui. Je vous rends le micro. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Fleury, d'avoir donc cité les différents avantages de notre école polytechnique méditerranéenne. Maintenant, donc, je me permets donc de vous parler d'un volet qui est très important à notre école. On parle ainsi de la vie associative et les clubs qui sont un atout pour les étudiants de l'école polytechnique méditerranéenne. Le plan de nos formations accorde en effet une importance capitale à ces activités extrascolaires. Et par la suite, il leur consacre un créneau horaire honorable. Cette importance émane en toute évidence du rôle primordial des clubs dans l'initiation de nos étudiants aux enjeux de la vie professionnelle. Donc tout cela sera présenté par notre chère enseignante et la responsable du club robotique, Madame Hajer Rahali. Je vous cède la parole, Madame Hajer, pour nous présenter les différentes activités des clubs de l'école polytechnique méditerranéenne. À vous la parole. Merci Madame Imen. Sheikh, merci de me partager l'écran. C'est bon? C'est bon? Oui. Alors, donc, je tiens d'abord à me présenter. Je suis Hajer Rahali, membre du comité de suivi d'organisation de cette journée porte ouverte. L'exposé que je vais vous présenter est en fait un bref aperçu de tous les clubs et les activités de notre école polytechnique méditerranéenne et les objectifs les plus importants. Et à la fin, je vais présenter quelques témoins pour le bénéfice de nos invités. Donc, je vais vous faire un résumé des clubs qu'on pratique à l'école polytechnique méditerranéenne, qu'ils sont constitués de clubs robotiques, EPM Robotech, club Oracle, club énergétique et club d'animation sportive et culturelle. Et un autre club, Soft Skills, qui sera présenté par le professeur responsable. Je veux commencer par le club robotique. La responsable de ce club, c'est moi. Et c'est une responsabilité que je prends très au sérieux. EPM Robotech, c'est un club technologique servant à valoriser et améliorer les compétences des étudiants de l'école polytechnique méditerranéenne dans différents domaines, tels que l'électronique, l'informatique industrielle et l'automatique, et dans le but de suivre les nouvelles technologies. Les membres de l'équipe se réunissent à l'occasion des compétitions et des expositions annuelles. Et les horaires d'ouverture de ce club sont variables suivant les semaines, mais le jeudi après-midi toujours reste l'horaire de prédiction. Alors, concernant ce club, je vais commencer par donner nos objectifs, les événements auxquels nous avons participé et les principaux robots. EPM Robotech, c'est un club de robotique composé exclusivement d'étudiants et nous sommes une équipe d'une dizaine de membres de toute année et toute spécialité. Les activités des adhérents du club portent essentiellement sur la participation à des compétitions nationales et aussi internationales en robotique, organisation des journées et des compétitions en robotique au sein de l'école. Et on a un autre point très important, c'est l'organisation des formations liées à la robotique pour les étudiants de l'EPM, des formations en électronique, en informatique industrielle, en programmation, en construction mécanique, etc. Notre club vous permettait de connaître les bases de l'électronique pour la réalisation des circuits imprimés,
de l'informatique pour la programmation du robot, la mécanique pour le choix et le dimensionnement des matériaux, et ainsi aussi l'automatisme pour une intelligence propre à ce dernier. Concernant les événements auxquels nous avons participé, la première compétition, c'est une association technologique Smart Société 4.0. Pour le deuxième événement, c'est en cours, c'est Unirobots 2020 et ECAM Strasbourg. Donc, tous ces événements nous offrent l'occasion d'être reconnus à l'échelle internationale et d'élargir notre réseau scientifique. Veuillez noter que, bien que ces événements ne représentent qu'une fraction de nombreux événements auxquels nous avons participé. Alors, je commence par présenter la première compétition, c'est Smart Société 4.0. C'est une première édition du colloque international. C'est une association pour le développement de la recherche et de l'innovation. On a participé à cette compétition et on est classé au 3e rang parmi 12 groupes. Et voici le premier robot Smart Car que nous avons réalisé. C'est un petit véhicule qui est capable de suivre une ligne, ou bien un trait, ou bien même une courbe. C'est menu de 2 roues activées par des servomoteurs et piloté par des modules programmables. Concernant le deuxième événement, c'est Unirobots 2020. C'est la journée tunisienne de la robotique. Donc, malheureusement, les circonstances ont fait que l'événement soit reporté. Alors, pour cet événement, on a réalisé un bras robotisé à 6 degrés de liberté avec 3 modes. Un mode manuel avec le joystick, semi-automatique et automatique. C'est l'un des robots manipulateurs qui sont le plus utilisés dans les systèmes industriels et dans des autres plusieurs domaines. Même on peut retrouver ce type de robot même dans les hôpitaux, où il assiste par exemple l'être humain dans les procédures chirurgicales. Alors, pour la troisième compétition, concernant la troisième compétition, c'est ECAM Strasbourg Europe. C'est un grand événement scientifique organisé dans cette école d'ingénieurs à Strasbourg. Donc, toujours à cause de notre situation actuelle, cette école elle est fermée jusqu'à nouvel ordre. Mais le cahier de charge de cette compétition, c'est de concevoir et réaliser un suiveur de ligne avec 4 roues. Et voilà la photo de notre robot. C'est un petit véhicule commandé par 4 moteurs et des cartes électroniques. Donc, pour être membre du club, il ne faut pas être un as en électronique ou bien en programmation. Il faut juste être intéressé et motivé. Chacun peut commencer même à zéro. Donc, même de zéro et apprendre les bases en robotique. Chacun peut venir fabriquer son premier robot et approfondir ses connaissances dans le domaine des systèmes embarqués. Ou encore demander de l'aide pour ses projets personnels. Alors, de manière générale, nous travaillons tout au long de l'année sur divers projets et compétitions dans le domaine de la robotique. Nous accompagnons et conseillons surtout les jeunes étudiants qui arrivent en première année de cycle préparatoire au sein de l'école polytechnique méditerranéenne. Bon, avant de passer à représenter Madame Imel le club d'informatique, j'ai invité le chef d'équipe Daniel Assingo, c'est l'étudiant 12e année préparatoire maths physique. Donc, je vous laisse parler, Daniel, un peu de notre club. Daniel, vous êtes là? Oui, je suis là, madame. Bonjour et merci pour la parole. D'accord, Oui. vas-y. Donc, comme madame l'a dit, dans les clubs robotiques, nous sommes vraiment ouverts à toutes les personnes qui veulent l'intégrer, vu que l'université a vraiment disposé les moyens et prêt à aider toute personne qui veut intégrer les clubs de telle manière que nous puissions évoluer tous ensemble, parce que c'est ces clubs-là qui font vivre l'université. Parce que c'est bien beau d'étudier comme nous le faisons de manière un peu conventionnelle, mais ces clubs-là vont nous permettre de nous rapprocher encore plus de la vie pratique, de nos futures vies professionnelles. Et en ce qui concerne les clubs robotiques, nous essayons vraiment de faire le maximum. Donc, nous sommes là presque toutes les semaines à travailler avec un max de monde. Donc, il suffit juste d'avoir de la volonté, de s'y présenter et on va apprendre tous ensemble parce qu'on est là pour le partage et on va partager cette connaissance avec tout le monde qui le voudra bien. Donc, j'invite toutes les personnes qui pourraient peut-être encore hésiter à nous rejoindre de telle sorte que nous puissions progresser et aller de l'avant. Parce que tout est là. L'université est ouverte à toutes les personnes.
à tous les étudiants de l'université et même ceux-là qui ne font pas encore partie de l'université, ils peuvent encore nous rejoindre et intégrer cette grande famille et intégrer ces clubs qui peuvent permettre l'épanouissement de tout un chacun. Donc, je vous invite tous et merci pour la parole. Merci beaucoup, Daniel, pour votre témoignage. Alors, je veux continuer la présentation de notre club informatique, c'est Club Oracle. La responsable de ce club, c'est Madame Imem Ben Amer. Donc, ce club, c'est ouvert à tous et aucun niveau particulier en technologie de l'informatique, de multimédia n'est demandé pour s'inscrire. Alors, je veux commencer par les activités proposées dans ce club qui sont variées. Il part de vos projets et de vos envies. Vous arrivez avec une idée et nous essayons aussi de mettre cette idée en œuvre. Donc, je vais donner quelques idées. Par exemple, développement de site web. C'est une conception d'un site de A jusqu'à Z. Vous trouvez du soutien et renforcement en informatique. Vous apprenez les langages de programmation SQL et PL/SQL en manipulant le SGBD Oracle. C'est le système de gestion de bases de données. Cette maîtrise de système Oracle et de la programmation côté serveur permet de maîtriser la programmation SQL dans son niveau le plus avancé à travers une mise en pratique sous la forme de TP avec le SGBD Oracle. Donc, vous trouvez aussi, vous planifiez des séances de workshop avec ce système de gestion. Vous présentez et préparez des programmes de la certification Oracle. Alors, je passe maintenant à présenter le club énergétique qui est créé par Madame Yasrab Abdellaoui. Ce club s'est fixé comme objectif de créer un réseau de professionnels du secteur rassemblés autour des valeurs de partage et d'entraide. Donc, nous avons reçu des représentants de différentes sociétés et on a créé des relations de partenariat avec les différentes industries et ainsi avec aussi des associations. Alors, pour le dernier club que je vais présenter, c'est le club sportif. L'école polytechnique méditerranéenne soutient la vie associative étudiante et les activités socioculturelles. Ce club est constitué des étudiants qui ont pour rôle l'organisation de la vie associative à l'université méditerranéenne. Donc, ce club, c'est à pour charge d'organiser tous les événements à l'école. Par exemple, les excursions, les soirées, les activités de distraction. Et aussi, il a pour rôle l'organisation de plusieurs manifestations à l'université méditerranéenne. Par exemple, les fêtes, les journées portes ouvertes, les voyages d'études, etc. Donc, avant de clôturer cette présentation des clubs, nous avons vivement conseillant de participer à nos activités qui vous permettront d'enrichir vos connaissances et compétences vers un apprentissage pratique et rentable, tout en travaillant avec une équipe de talents. Donc, cette équipe est à votre disposition pour toute information que vous souhaitez connaître sur nos différentes activités. Donc, merci une autre fois. Merci, Madame Imel. Je vous remercie énormément, Madame Hejar Rahali, la responsable du club robotique, pour la qualité de votre présentation qui nous a permis d'avoir une idée claire sur les activités des différents clubs de l'EPM. Et puisque je suis la responsable du club Oracle, donc je me permets de parler encore donc, à propos donc, des différents workshops qui seront organisés au cours des séances de club. Donc, le club Oracle a pour objectif de planifier des séances pratiques qui seront manipulées avec le système de gestion de base de données Oracle. Il permet aussi de réaliser des mini-projets de développement de base de données. Au cours de l'année, on organise des conférences et des journées de présentation du SGBD Oracle. On prépare aussi le programme de la certification. Donc, c'est un club qui est vraiment très intéressant et j'invite vraiment tous les étudiants de l'EPM à s'adhérer aux différents workshops de notre club et c'est un point fort donc, de la filière informatique. Donc, merci encore une fois, ma chère collègue Hejar Rahali. Je vous en prie. Je me permets maintenant donc, de parler d'un thème d'actualité qui est les soft skills. Donc, comme vous savez, de nos jours, les soft skills ou encore compétences comportementales suscitent de plus en plus l'intérêt des entreprises. Donc, pour être recruté et pour être performant au travail,
Comme vous savez, les seules compétences techniques ne suffisent plus. Les employés doivent développer des qualités humaines spécifiques. Donc, notre école polytechnique méditerranéenne a cru en l'importance des soft skills en créant le club EPM, Soft Skills et Certification des compétences. Alors, ce club sera présenté par notre chère enseignante et la responsable de la filière mécanique, Madame Souhé Amara. Je vous cède la parole, Madame Souhé, pour nous présenter ce club. Merci, Madame Imen. Bonjour tout le monde. Je me présente Souhé Ben Amara, responsable filière génie industriel et mécanique. Je vais vous présenter le club EPM Soft Skills. Donc, je peux partager l'écran, s'il vous plaît? C'est bon? Non. Voilà, Oui, c'est bon. Madame C'est bon, Souhé, d'accord. c'est bon, Merci oui, beaucoup. oui. Merci beaucoup. En fait, je vais tout d'abord, je vais vous expliquer qu'est-ce que les compétences. Donc, en fait, le rôle du club EPM Soft Skills et la certification des compétences, c'est de bien maîtriser tout ce qui est soft skills, comme vous venez, Madame Imen, de le dire. Donc, vu l'importance l'importance de ces soft skills, donc je vais vous présenter tout d'abord le contexte général, qu'est-ce que les soft skills et pourquoi on a eu l'idée de créer ce club. En fait, les domaines de compétences, d'une façon générale, donc selon l'entreprise, donc les compétences professionnelles, donc soit savoir-faire, le savoir-faire, le savoir-être, donc c'est ce qui constitue les ressources personnelles. Donc en fait, les compétences, c'est l'interaction entre tout ce qui est savoir-faire, savoir-être et le savoir, bien sûr, donc dans des situations que chaque personnel de l'entreprise peut rencontrer. Donc, en fait, les compétences, c'est justement donc cette partie là où on trouve là où c'est l'interaction donc entre ces trois éléments très importants. Donc, le savoir-faire, bien sûr, avec les diplômes, avec les connaissances acquises lors de la formation initiale. Donc, le savoir-être, bien sûr, donc, c'est la capacité de s'adapter à l'environnement, bien sûr, et le savoir aussi, ce sont les compétences acquises. Donc, on fait un constat flagrant, donc une prise de conscience planétaire. Donc, les hard skills, tout ce qui est savoir et savoir-faire technique, ne suffisent plus, ni pour assurer une vie satisfaisante à l'individu, donc épanouissement de soi-même, ni pour construire des entreprises pérennes. Donc pour cette raison, on a vu l'importance de ces soft skills. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que les soft skills? Donc, ce sont les compétences interpersonnelles favorisant l'esprit de coopération, se comporter de la bonne manière avec autrui, être en mesure de travailler au sein d'une équipe, donc prendre des initiatives, donc l'attitude positive, maîtriser le soi et avoir de l'empathie, donc être conscient de la valeur de l'humain. Donc, en fait, pourquoi les soft skills sont si importants? Donc, ça favorise le développement des compétences transversales, favorise la communication, donc facteur relationnel très important en entreprise. Donc, l'importance de l'intelligence émotionnelle. Change favors for connected mind. Donc learning cannot occur without significant relationships. Great actions are accomplished by teams, not individual. Donc, interaction are no distraction from real work. They are at the heart of work. Donc, soft skills, c'est équivalent à optimisation de vos hard skills. Donc, entre 10 personnes à compétences techniques similaires, donc ces qualités dites soft skills font la différence. Donc, ce que les employeurs recherchent plus que jamais, donc la communication, l'esprit d'équipe, l'écoute active, l'autonomie organisée, esprit d'initiative, donc l'audace, leadership, adaptabilité à des contextes en mouvance.
Donc l'EPM Soft Skills Club est un club qui aide l'étudiant à bien se préparer à sa future vie professionnelle et s'intégrer dans la vie sociale et d'environ à travers les formations et des workshops. Donc, en partenariat avec le réseau international Junior Achievement Worldwide, présenté par l'association INJEZ. Donc, INJEZ Tunisie est un membre du réseau régional INJEZ Al-Arab, présenté dans 14 pays. Junior Achievement Worldwide, présenté dans 119 pays. Donc, leurs valeurs principaux, c'est croire dans le potentiel illimité de la jeunesse, s'engager envers les principes de l'économie et de l'entrepreneuriat, respecter les talents, la créativité et les perspectives de chaque individu, croire dans la puissance de l'entrepreneuriat et de la collaboration et croire dans l'impact éducatif et la pertinence des méthodes participatives d'apprentissage. Donc en fait, avec ce partenariat, on va programmer des ateliers de formation qui s'appelaient Steer Your Career. Donc, ce sont des ateliers ouverts, gratuits et certifiants au profit des étudiants. Donc, l'objectif de ces deux programmes, ça vise à doter les étudiants de compétences transversales, les soft skills, et leur seront très utiles dans leur vie future. Donc, à la fin du programme, chaque étudiant recevra un certificat de participation délivré par NGS Tunisie. Donc, ceci est un exemple de certificat qui sera délivré pour les membres qui vont faire cette formation. Donc, je vous informe que le lancement du programme des ateliers Steer Your Career sera présenté par M. Ahmed Manner, le représentant de NGS Tunisie, le mardi le 12 mai 2020 vers 11h sur Zoom, et vous êtes tous cordialement invités. Donc, le programme de cette formation, donc, ça se déroulera sur 4 sessions. Donc, la première session donc, a pour thème le leadership dans un environnement dynamique. Et la deuxième session, gestion du temps. La troisième session, dynamique de groupe et gestion des conflits. La quatrième session, bien sûr, qui est très importante pour les personnes, principalement les étudiants en troisième année qui vont chercher de l'emploi dans les mois à venir. En fait, n'hésitez pas à vous inscrire. Donc, vous êtes cordialement invités. Soyez les bienvenus. Donc, vous pouvez vous inscrire en m'envoyant un mail sur mon mail personnel. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. On vous remercie, Madame Souher Amara, pour votre présentation. Et maintenant, donc, je me permets donc de vous parler d'un sujet donc d'actualité qui est la pandémie Covid-19. Donc, cette pandémie qui est une crise sanitaire mondiale de notre époque est le plus grand défi auquel nous ayons été confrontés depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, comme vous savez tous, depuis son apparition en Asie, le virus s'est propagé à tous les continents. Tous les pays ont lutté et luttent encore pour ralentir la propagation du virus et réduire son impact sur l'humanité. Donc, cette pandémie s'est déplacée comme une vague qui pourrait s'écraser sur les systèmes et les personnes les moins capables de faire face. Donc, notre université méditerranéenne, et en particulier son école polytechnique méditerranéenne, n'est pas restée les bras croisés face à cette pandémie. L'école a contribué à cet effort africain et mondial pour réduire le risque et l'impact du Covid-19 en organisant un grand challenge Covid-19 dans lequel donc, les candidats ont déposé donc, leur sujet pour lutter contre cette pandémie. Je cède maintenant la parole à notre cher collègue Cheikh Zafouri, le responsable de la filière électrique, pour vous présenter le challenge Covid-19 qui a été organisé par l'Université méditerranéenne. À vous la parole, Monsieur Cheikh. Allô? Merci d'activer votre micro, Monsieur Cheikh.
Oui, Monsieur Shekel. Merci d'activer votre micro. Allô? Allô? Oui, C'est Monsieur bon? Allô, Shekel. Shekel. Oui, Oui. oui, oui, oui. Merci. Je remercie Madame Imen et je remercie toute l'équipe de l'École polytechnique méditerranéenne pour l'organisation de ces journées portes ouvertes et aussi pour l'organisation de cette challenge. Je suis Zafour Ishek, enseignant permanent à l'École polytechnique méditerranéenne et membre de la comité de pilotage et de l'organisation du challenge COVID-19. Donc, le challenge COVID-19, donc, c'est contribution à donc, à gérer ces risques. Le démarrage de cette challenge, c'est du vendredi 10 avril au vendredi 1 mai. Donc, afin d'encourager les initiatives liées à la lutte contre le virus émergent COVID-19, l'Université méditerranéenne a lancé un appel de projet spécifique pour déployer la recherche d'innovation, donc projet de valorisation et du résultat de la recherche liée à la virus. Donc, ça, on est annoncé dans un site Internet, on est mis sur les sites donc, pour avoir les sujets, donc pour avoir des participants et pour déposer les sujets. L'objectif général est de valoriser l'apport des universités membres de l'Université méditerranéenne, de développer les solutions à impact technologique et ou sociaux immédiats pour aider le système de santé et la population à faire face aux défis provoqués par la pandémie COVID-19. On a les objectifs spécifiques, c'est soutenir le développement d'initiatives innovantes et frugales, donc adoptées à leur écosystème et à impact immédiat. Donc, le comité de pilotage et d'organisation contient M. Mondr Bellalah, c'est le co-président du réseau européen méditerranéen pour l'enseignement et de la recherche, l'économie en gestion réseau REMER. Donc, c'est le fondateur du groupe UMLT, le groupe méditerranéen. M. Sami Bellalah, aussi, c'est un professeur technologue à l'ESET de Naples, c'est le directeur des études de l'École polytechnique méditerranéenne. Et moi-même, Zafour Ishek, docteur en génie électrique, et mademoiselle Sabrine, docteur en génie électrique aussi, et mademoiselle Hajra, aussi docteur en génie électrique. Donc, pour l'évaluation des sujets, les deux sujets seront évalués par un comité d'experts techniques donc réunis pour la direction de l'UMLT. Donc, on est un professeur, monsieur le professeur Sial Israël, avec monsieur Mondr Bellalah, avec monsieur Nasif aussi, et on est aussi monsieur Rachid Amri, avec des autres plusieurs membres, que ce soit de l'école polytechnique ou des autres écoles. Donc, l'évaluation, donc, l'UMLT privilégiera les critères suivants. On a utilisé les critères suivants, donc, utilité innovante, donc, et rapidité de mise en œuvre des projets, projets développés de manière collaborative, donc, projet mené à bien très court terme, donc 3 mois maximum, donc, prototype en conformité, donc, aussi les projets valorisant des solutions libres et les projets reproductibles à d'autres zones avec ou sans ajustement. Donc, le plan d'action qu'on a utilisé pour ces projets-là, donc l'action A, c'est réunion du projet. Donc, chaque projet, donc, il aura une réunion avec un encadreur. Donc, l'action de proposition du calendrier pour la planification et suivi. Chaque encadreur va planifier un suivi à votre sujet. Donc, récupération des demandes et de cahier de charges. Donc, on est sélectionné les jurys selon les spécialités. Résultat, une nomination du comité de l'organisation dans la spécialité et sélectionner les encadreurs et les responsables à mettre en place les actions. Donc, au niveau de 1mai, donc, on est donc complété tout ce travail-là, donc, et on est annoncé les résultats. Donc, le premier, donc, le premier projet, donc, il va prendre un 1000 dinars de la part de l'École polytechnique méditerranéenne. Donc, on est donc les listes des gagnants. On est la première gagnante, c'est Abid Khouloud, donc avec votre sujet, donc Bibcom.
La deuxième, c'est Madame M. Naroul, c'est de l'École polytechnique méditerranéenne, donc OPM Covid-19 avec un vote. Et la deuxième, c'est Pot Sanguin, donc avec votre sujet. Donc, et la quatrième, donc aussi, c'est Giscard avec votre sujet, c'est le quatrième sujet, donc il est sélectionné. Et aussi Daniel Osongo, donc avec un sujet, donc conception donc aspirateur, donc d'un aspirateur. Et le cinquième, c'est Mohamed Khana. Donc, le septième, donc c'est Godus, donc c'est projet WOT. Donc, et aussi Jihad Sultani, c'est le septième projet. Aussi, donc, Sidirik, c'est le huitième projet. Et le deuxième projet, c'est Souhail Barnous. Et le onzième, c'est Elias. Donc, pour les meilleurs projets retenus, donc, ils seront présentés devant un médecin. C'est le docteur Mouaz Ben Ali, docteur en oncologie de la faculté de médecine du Kirin-Bécotte, Université de Paris 11. Donc, on est planifié ici à partir du 9 mai. Donc, à chaque soirée, on a une présentation d'un sujet. Je vous remercie pour votre attention. Madame? Oui, Monsieur Sheker. Oui, Monsieur Fleury. Je vous cède la parole. Okay. Donc, s'il y a des questions. D'accord, les questions ne manquent pas, d'accord. Nous avons tous... Oui, Madame Imen, vous avez la parole. Non, c'est Madame Hajer. Elle veut faire une... Je dis que je peux intervenir au sujet. Bien sûr. D'accord. Donc, bon, puisque je suis membre du comité d'organisation du challenge, alors en fait, face à notre, je vais expliquer un peu donc un petit résumé pour le challenge et les objectifs, ainsi de suite. Alors en fait, face à notre situation actuelle donc de notre pays liée à la pandémie, dans ce cas, notre université méditerranéenne propose un appel à projet challenge. C'est un challenge international exceptionnel de sélection de nombreuses initiatives. Mais c'est pas seulement des initiatives d'étudiants, mais on trouve aussi des jeunes chercheurs, on trouve des ingénieurs, on trouve des entreprises, on trouve des équipes. Donc, ce challenge, c'est un challenge 100% en ligne et 0% de risque. C'est-à-dire 100% en ligne, c'est 100% digital, avec ses différentes étapes, par exemple la candidature, la sélection finale, la centralisation des données. Tout ça est déroulé en ligne sur la plateforme Zoom. Alors, on a aussi sélectionné des idées innovantes et pertinentes et qui on pourra garder toutes ces idées parmi les propositions dans notre club, ce qui s'appelle un club challenge. D'accord? Donc, et pour les meilleurs projets, on a sélectionné 11 meilleurs projets en fonction, bien sûr, de leur pertinence et de leur faisabilité. Et bien sûr, selon une grille d'évaluation qu'on a respectée lors de la délibération. Et sur notre site web, vous trouverez toutes les informations et vous pouvez aussi consulter les mises à jour de tous les projets. Donc, notre site web, c'est www.epm.tn. Vous trouvez toutes les descriptions de chaque projet. Et on va lancer prochainement le deuxième challenge. C'est la deuxième édition. C'est un concours qui est destiné aux start-upers, aux étudiants, aux diplômés du supérieur et aux entrepreneurs qui travaillent dans le domaine de technologie, de l'innovation, de l'information. Et tout ça, c'est dans le but de suivre la propagation du Covid-19 et de gérer la crise occasionnée par l'épidémie en Tunisie. Donc, je vais donner un résumé sur la liste des thèmes de projets de challenge. Normalement, c'est Monsieur Sheker, il a déjà cité les 11 premiers projets, mais juste, je vais donner une idée sur les thèmes de projets. Donc, ces thèmes qui sera disponible dans un document. C'est un livre, on va rédiger un livre, c'est disponible prochainement sur notre site, qui est rédigé par le comité de pilotage de suivi et par Madame Imen Blarmer. Donc, les thèmes, comprendra la sécurité sanitaire, la fabrication de respirateurs mécaniques, on trouve des lunettes thermiques, on trouve des tables robotisées, des développements des plateformes web pour trouver des solutions numériques à la pandémie. Donc ça, c'est presque, grosso modo, les thèmes de projet du challenge. Donc, pour les candidats sélectionnés,
seront formés par des experts. Les experts qui sont des enseignants, on trouve des enseignants responsables de notre école, l'EPM, et aussi on trouve des experts techniques et même aussi des médecins. Donc prochainement, normalement on va faire une petite présentation, ce forum des soutenances, ce forum des soutenances entre les gagnants avec un docteur, Mouaz Ben Ali, donc pour sélectionner donc les meilleurs projets en notre fois entre les 11 premiers projets. Donc pour les candidats qui gagnent aussi un accompagnement pour apprendre à analyser les problèmes complexes et aussi à les résoudre d'une manière créative et itérative. Donc ça c'est un petit résumé pour et les travaux pour le challenge. Alors c'est à vous la parole, Monsieur Fleury, si vous avez des questions ou bien des remarques à poser pour ce challenge. D'abord, on peut que jeter des fleurs au comité scientifique et aux initiateurs du challenge Covid-19. Et je voudrais savoir, pour étayer la lanterne de ceux qui nous suivent, parmi les 11 meilleurs projets, l'école, les ressortissants ou bien les enseignants de l'EPM, l'EPM est représenté par combien de candidats parmi les 11 meilleurs projets? C'est zone de 32, 35, c'est de trentaine, donc candidats. On a sélectionné 11 meilleurs projets parmi les 32. Oui. Vous avez des étudiants. Et n'a pas normalement on a gardé aussi les idées, donc par exemple on trouve d'autres idées pertinentes et innovantes, on a gardé ça pour un club qui s'appelle un club challenge. Oui. D'accord. Oui. Donc juste le 11 premier projet qui ça sera donc réalisable ainsi de suite, mais les autres ce sont des idées innovantes qu'on va garder ça pour des clubs, on va travailler au long de l'année. Et est-ce qu'on peut déjà avoir une idée sur la date du lancement de la deuxième édition du challenge? Et normalement, dans cette période, on a lancé. Oui, vous terminez, oui. M. Fleury. Vous avez fait une très bonne présentation, tout comme M. Shaker. Mais est-ce que, en une minute encore, vous pouvez revenir sur tout ce que vous avez dit, parce que je reçois des questions ici où les gens demandent que vous reveniez sur votre présentation, sur ce que vous venez de dire en 1 ou 2 minutes. Donc, dans quel diapo exactement, Monsieur Cheikh? Exactement, non. Au niveau des commentaires que vous avez fait, de votre commentaire sur la présentation de Monsieur Shaker en ce qui concerne le challenge. J'ai pas compris votre question exactement, Fleury. Non, je dis, non, c'est pas une question. C'est de vous demander de faire la synthèse de ce que vous venez de dire, votre commentaire. C'est concernant le document qui permet de décrire. Oui. Oui, c'est ça. Donc, j'ai dit qu'on va faire un petit résumé, un document ou bien un livre qui est disponible prochainement sur notre site. Donc, il permet de faire une description détaillée de tous les projets de chaque participant. Même les autres, donc les 32 projets. D'accord? C'est pas seulement les 11 projets. On va présenter tous et on va mettre ça prochainement sur notre site web. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Fleury. S'il vous plaît, alors, Fleury, très cher. Allô? Oui, allô? Si vous permettez, donc je bien vais sûr, poser donc une question au comité Challenge Covid-19. Donc, pour les 11 premiers projets sélectionnés, en quoi consiste au juste l'accompagnement de ces 11 premiers sujets et comment vous allez donc, si on veut suivre ces 11 premiers projets gagnants? Oui, Madame Imen. Donc, pour l'accompagnement, j'ai dit normalement que chaque candidat, pour les 11 premiers projets, il va gagner un accompagnement pour analyser les problèmes complexes et d'aller trop loin donc avec lui pour réaliser donc le projet jusqu'à la fin. Donc,
j'ai dit que normalement, les candidats sélectionnés seront formés par des experts. Et les experts, c'est parmi les experts, on trouve les enseignants responsables de notre école polytechnique. Donc, je suis maintenant un responsable avec un étudiant qui est déjà gagnant, un respirateur mécanique, et on est en train de réaliser ce projet jusqu'à la fin. Et la même chose pour les autres, Madame Imen. Donc, ils seront formés par tous les enseignants responsables, par aussi d'autres experts techniques, par des inspecteurs, ainsi de suite. D'accord. On a appris aussi que tous les locaux de l'université méditerranéenne sont à la disposition des projets sélectionnés. C'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup, donc, Madame Heiser et Monsieur Cheikr, pour vos clarifications. Je vous cède la parole encore une fois, Monsieur Fleury. Bon, on peut que jeter des fleurs au comité Challenge Covid 2000, au comité Challenge Covid-19, et nous encourageons beaucoup plus nos étudiants, tous ceux qui nous suivent, à venir participer à ce challenge, et aussi à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, Facebook et autres. Vous pourrez aussi interagir en posant des questions. Et je reviens sur la présentation, je ne sais pas, sur la vie associative. Allô? Oui. Oui, sur la vie associative en ce qui concerne le club robotique. Oui, Monsieur Fleury, hein? Oui. La vie associative, oui. Oui. Hein? Vous avez souligné que l'intérêt n'est pas d'être un scientifique, mais d'être intéressé et motivé. Non, ça c'est pour le club robotique, oui. Oui, c'est pour le club robotique. Oui. Vous avez souligné que l'intérêt, l'enjeu c'est ne pas de maîtriser, être un scientifique au terme, mais d'être intéressé et motivé. Allô? 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 Allô, oui, monsieur. Oui, et c'est pour ça que je voudrais demander, vous avez cité des étudiants qui ont réalisé des robots au sein de l'établissement. Mais quel est l'accompagnement? Est-ce qu'ils ont bénéficié d'un accompagnement pour développer leur projet? On est d'accompagnement à partir des enseignants, donc, et à partir aussi de l'administration, au niveau de l'achat de matériel aussi. Et on est aussi l'accompagnement des enseignants. Madame Heiser, par exemple, elle a accompagné Daniel pour la préparation par exemple, le bras manipulateur, et de la préparation du robot à 4 roues aussi. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Cheikr, pour votre clarification. Merci beaucoup, Monsieur Fleury, pour votre Allô, madame. Oui. J'ai un problème au niveau de la connexion, Monsieur Fleury, désolé. Hein. Bon, votre question. D'accord, merci, Madame Imen. Alors, Monsieur Fleury, j'ai dit que normalement, pour être membre du club, il ne faut pas donc être un as ou bien un talent en électronique ou bien n'importe quelle programmation en mécanique, mais juste intéressé ou motivé. C'est ça le point le plus important. Donc, chacun peut commencer même de zéro et apprendre les bases en robotique. Donc, alors que chacun peut fabriquer son robot et approfondir ses connaissances au sein du club robotique. Donc, je ne sais pas si c'est ça, est-ce que j'ai répondu à votre question ou non? Oui, vous avez répondu à la question. D'accord, donc merci. Je remercie tous les intervenants à propos donc, du challenge Covid-19 et de la vie associative et aux différents clubs donc, de l'école polytechnique méditerranéenne. Alors maintenant, je vais passer donc à un deuxième volet qui est très important. En effet, l'université méditerranéenne, pionnière donc dans la démocratisation de l'enseignement digital, a lancé un autre défi qui est donc la bibliothèque digitale, la plus grande bibliothèque digitale en Afrique.
Donc, je cède la parole à notre enseignant, Monsieur Issam Belhaj Yahya, pour présenter la bibliothèque digitale de l'École polytechnique méditerranéenne. Allô, oui, Monsieur Issam, vous êtes avec nous? Allô, Monsieur Issam? Merci, Madame Imen. D'accord, à vous la parole, Monsieur Issam. À vous. Donc, merci. Donc, Madame Imen, je suis en train de partager l'écran. D'accord. Donc, on va parler maintenant, dans quelques minutes, si on va résumer de la bibliothèque numérique EPM. Donc, le but de tout ça, c'est d'essayer de construire la plus grande bibliothèque digitale en Afrique qui va comporter des livres dans différentes spécialités, presque toutes les spécialités, les génies électriques, l'informatique, la mécanique, ainsi que les différentes sciences fondamentales telles que la mathématique, la physique, la chimie, en plus les autres domaines, la gestion, l'économie, etc. Donc, pour cela, donc, généralement, l'école polytechnique, mais le groupe méditerranéen a lancé un challenge donc, pour le téléchargement des livres. Donc, normalement, elle a commencé donc, ce challenge, le concours de téléchargement des meilleurs livres dans les différentes spécialités. Ce concours-là est démarré vers le 20 avril 2020 jusqu'à le 20 mai 2020. Ce concours il est ouvert à tous les étudiants, les anciens étudiants de l'EPR, du groupe méditerranéen, ainsi que les nouveaux étudiants. Donc, vous pouvez participer à ce concours-là pour essayer de télécharger le grand nombre de livres. Donc, vous pouvez utiliser le lien qui existe, ce lien-là qui existe aussi il est accessible à partir du site de l'École polytechnique méditerranéenne pour déposer les différents livres. Donc, comme ça, donc, comme bon, donc, les étudiants comme cadeau, comme pour encourager tout à participer pour la participation à ce concours-là. Donc, on va offrir un accès gratuit et illimité à l'ALDR, c'est l'abréviation de African Digital Learning Room. Donc, comme premier prix, donc, un ordinateur portable est offert aux lauréats qui a téléchargé le maximum de livres et aussi des livres intéressants, les plus fameux livres, les livres les plus intéressants dans chaque domaine, dans chaque discipline d'une autre manière. Donc, on va fournir aussi des attestations de participation à un travail d'intérêt social. Donc, et aussi donc, une réduction d'environ de 30% sur toutes les inscriptions, les formations certifiantes et gratuites, et ainsi le diplôme fourni pour l'école polytechnique méditerranéenne et d'une autre manière pour le groupe méditerranéen. C'est ça, grosso modo, le but de ce challenge qui permet donc d'acquérir, de télécharger le maximum de livres. Ces livres-là, ce seront ensuite l'accès à ces livres-là par les enseignants, les étudiants, les différents collègues enseignants dans les différentes spécialités, ainsi que nos étudiants pour enrichir leur culture, pour enrichir leur formation dans différents domaines. Et merci pour votre attention.
Je vous remercie, notre très cher collègue Issam Belhaj Yahya, pour votre présentation de la plus grande bibliothèque digitale en Afrique, qui est la bibliothèque de l'Université méditerranéenne. Donc, cette bibliothèque, comme vous avez cité, c'est une bibliothèque en ligne qui va contenir donc des titres donc de valeur. Merci beaucoup pour votre clarification et pour votre présentation. Maintenant, donc, je vais Merci, céder donc, la parole à Monsieur Fleury, encore une fois, pour mettre l'accent sur les valeurs ajoutées donc, de l'EPM, et il va parler donc, du côté social de l'École polytechnique méditerranéenne. À vous la parole, Monsieur Fleury. Avant d'entamer la présentation sur la responsabilité sociale de l'EPM, excusez-moi, permettez-moi, je voudrais saluer les initiateurs de la création de la bibliothèque numérique, qui sera la plus grande bibliothèque numérique africaine. Et il est partout dans le monde actuellement. Il y a un engouement, un encouragement aux initiatives. Et Covid-19 a montré les limites, nos limites. Et face à cela, l'Université méditerranéenne, l'École polytechnique méditerranéenne, a ce projet. Et comme vient de le souligner le dernier intervenant, qui a précisé, qui a encouragé, que ce soit les étudiants, que ce soit les encadreurs, les enseignants, que ce soit les personnes de bonne volonté à télécharger et à présenter ces livres numériques, ces documents numériques à l'école polytechnique, à l'université méditerranéenne. Et cette participation ne sera pas gratuite, entre guillemets, parce que ceux qui auront l'occasion de présenter et de déposer plusieurs ouvrages seront récompensés. Voilà à peu près, très chers amis, très chères mesdames et messieurs, voilà la contribution que vous pouvez apporter à l'humanité pour lutter contre la COVID-19. Et si Madame Imen me suit, elle peut partager. Voilà, c'est bon. Merci beaucoup. Alors, nous revenons encore aujourd'hui sur la responsabilité sociale de l'École polytechnique méditerranéenne. La responsabilité sociale, ou bien le social, comme vous l'entendez, est très transversale. Et je disais tantôt au début, nous disons tantôt au début que, certes, l'université, l'école a une responsabilité d'inculquer à ses étudiants la connaissance afin d'être des responsables de qualité, des responsables nantis de connaissances pour bien exercer demain. Et chapeau d'abord, d'une manière générale, à la Tunisie, et chapeau à l'école polytechnique qui, en cette période difficile pour beaucoup de monde et surtout pour ses étudiants, qui, lorsque, au niveau des pays respectifs, pour freiner la propagation de la maladie, on a décidé de confiner les populations, de restreindre leurs déplacements. Des entreprises ont été fermées et il y a eu des licenciements ou bien des parents d'étudiants ont perdu leurs emplois. Leurs enfants qui étudient en Tunisie, certains, ont eu des difficultés. Et aussi, les banques ont restreint leurs activités, voire même d'autres enfermées. Alors, il était difficile pour les étudiants d'aller percevoir soit les transferts au niveau des banques ou bien pour des raisons X et Y. Et de l'université, l'école polytechnique a pris le devant
dans sa responsabilité sociale et à appeler les étudiants qui sont dans les difficultés et à venir prendre des denrées alimentaires. D'abord, avant d'entrer dans les détails, nous vous rappelons que dans son volet social, l'école polytechnique méditerranéenne accompagne et améliore l'accueil et les conditions de vie des étudiants à travers des informations, d'animation, d'accompagnement dans les démarches administratives et sociales. Et aussi que l'école polytechnique assure l'accueil physique et téléphonique des étudiants. C'est-à-dire, par exemple, déjà là, on a des étudiants qui désirent, qui sont déjà candidats, des futurs candidats de l'école polytechnique. Donc, on commence déjà à les entretenir à travers soit les réseaux sociaux, le WhatsApp, Messenger, ou bien par téléphone. Nous les préparons déjà à la vie estudiantine. Ils posent des questions aux enseignants, au cadre de l'école sur leurs prochaines conditions d'études. Et cela déjà crée un climat, un environnement propice à ces étudiants pour venir étudier au sein de l'école polytechnique. Et comme je le disais tantôt, face aux difficultés liées à la COVID-19, surtout le cas de précarité de certains étudiants, il y a de cela quelques jours, et cela continue même. D'abord, au niveau de l'école polytechnique, il y a eu une distribution de denrées alimentaires à certains étudiants, et vous-même déjà vous constatez sur ces images. Et aussi, pour pérenniser l'action, l'école a décidé de créer ce qu'on appelle le restaurant du cœur. Le restaurant du cœur, c'est-à-dire que les étudiants qui sont dans les besoins, même, nous précisons, même ceux qui ne sont pas de l'école polytechnique, mais qui sont des étudiants, surtout les étudiants subsahariens, les étrangers, ils peuvent venir se procurer un petit déjeuner, un plat à l'école polytechnique, à l'université méditerranéenne. Il suffit donc d'appeler le matin, il y a un numéro disponible, d'appeler le matin et de mener les démarches, c'est-à-dire prendre rendez-vous et passer après récupérer un plat. Et cela va continuer tout au long du Ramadan parce que l'école polytechnique, vous le savez, est laïque. Donc, il y a des étudiants qui peuvent passer en cette période de Ramadan, même le matin, prendre un petit déjeuner et passer soit aux environs de 17h ou 16h, récupérer leur dîner. Il suffit le plus simplement de prendre rendez-vous avec la marmite sénégalaise, avec les restaurants qui s'en occupent. Vous serez bien accueillis. Il y a même des étudiants qui sont sur place pour accueillir leurs collègues et les servir. Voilà à peu près sur ce volet. Et aussi l'autre question sur l'autre problématique ou bien responsabilité sociale de l'école méditerranéenne polytechnique est le foyer du cœur à Nebel. C'est-à-dire, mis à part, ajouter aux difficultés d'avoir les denrées alimentaires, certains étudiants qui ont des difficultés à payer leur loyer parce que, comme je disais tantôt, face aux difficultés financières, il y a certains bailleurs qui ont exigé à ce que les loyers soient payés. Alors, les étudiants qui sont dans les difficultés pendant cette période de trouver un loyer, l'école polytechnique, l'université méditerranéenne, a mis à leur disposition des chambres à Nebel. Et on appelle ça les foyers du cœur. Sur ces images, vous voyez un lit de 2 places, vous voyez une cuisine. C'est là où les étudiants sont logés. Et pendant ce temps de Covid, en attendant le retour à la normale.
Et aussi, ce n'est pas seulement le foyer du cœur à Nebel. Il y a aussi déjà là, par mesure de prévention, même certaines salles de classe, soit au niveau de l'université de méditerranéenne à Montplaisir, même au niveau à Bab el Soukra, déjà là, certaines salles de classe sont déjà préparées, on les a préparées, soit en cas de quoi on pourrait les transformer en dortoirs pour nos étudiants. Voilà toutes ces dispositions qui ont été prises par l'EPM pour accompagner ces étudiants pendant ces moments difficiles. Et aussi ajouter à cela, et d'ici à partir de l'année qui vient, même ça a déjà commencé, les meilleurs étudiants seront hébergés par l'université méditerranéenne. Vous voyez sur cette affiche, c'est-à-dire les étudiants qui auront une moyenne supérieure à 13 seront logés aux frais de l'EPM, de l'université méditerranéenne. Et je pense que déjà là, c'est une manière de soutenir les étudiants, les meilleurs étudiants, et de les booster. Vous-même, quand vous voyez la nomination de notre école, c'est-à-dire l'école polytechnique méditerranéenne, ce sont des polytechniciens, ce sont des intellectuels hybrides qui vont booster le développement de notre très chère Afrique. Et déjà là, l'EPM prend soin d'eux en leur offrant un loyer gratuit. Voilà à peu près cet avantage-là à profiter, et cela fera une économie de plus aux parents. Et aussi, vous savez, quand on vient pour la première fois, ou bien quand on vit dans un pays et qu'on ne maîtrise pas la langue, on est confronté à tout un problème parce qu'on a des difficultés de communication. Alors, dans son plan de faciliter l'intégration aux étudiants, l'université, l'école polytechnique a créé un cours basé sur le volontariat, un cours sur le dialecte tunisien. Vous savez que, par exemple, je prends mon cas, par exemple, si je ne maîtrise pas le dialecte et que je suis dans une boutique, je suis servi au prix. Et si, par exemple, que je maîtrise la langue, par exemple, si c'est à 10 dinars, j'essaye de discuter ou de demander le prix de tel produit en dialecte tunisien, de parler le dialecte tunisien, cela ouvre grandement les portes. C'est une logique partout ailleurs, car c'est un plaisir que quelqu'un, un étranger, parle votre langue, que quelqu'un qui vient apprendre une langue. Voilà, il y a les cours de langue et de dialecte tunisien qui se fait à l'école polytechnique. C'est pour faciliter l'intégration de tous les étudiants qui viennent au sein de l'établissement. Aussi, pour appuyer aussi ce que vient de dire les très chers docteurs qui nous ont précédés à travers les différents contenus de leur formation, que ce soit le club robotique, que ce soit les challenges Covid-19, que ce soit tout autre. C'est pour dire que l'école polytechnique accompagne les étudiants porteurs de projets. Les étudiants porteurs de projets sont accompagnés, et quand ils sont bien accompagnés, ils pourront vivre. Ça leur donne une opportunité de vivre au fruit de leurs efforts. Et c'est pour ça que l'université polytechnique, l'école polytechnique, développe tout un programme de success story, c'est-à-dire les étudiants qui ont de très bons projets, que ce soit dans les robotiques, que ce soit dans d'autres domaines de la vie, et qui sont porteurs et qu'on peut financer. L'école polytechnique vient en appui, pas seulement en appui financier directement, mais l'école polytechnique vient et recherche des financements pour ces projets.
Notamment, la dernière fois, on a organisé une telle rencontre et on a eu la participation d'un ancien étudiant de l'université méditerranéenne qui s'est trouvé, qui s'est bien inséré dans la vie professionnelle sur place et qui est un haut cadre de la Banque centrale tunisienne. Il s'agit de M. Nassef. Vous-même, vous allez vous constater sur ces messages. Il a fait un très bel exposé et il a montré les mécanismes pour arracher des financements aux différents projets. Voilà l'opportunité que l'EPM offre à ces différents étudiants, au futur cadre de demain. Et aussi, l'opportunité, c'est quoi? L'opportunité, c'est que quand on a un responsable, le président du conseil scientifique, M. Monder Belala, quand on a un responsable et qui maîtrise le réseau financier international, qui maîtrise là où on peut trouver les financements, c'est déjà une occasion que les étudiants ont pour présenter des projets qui pourront être financés. Et il faut saisir cette chance. Et aussi, comme a dit les différents intervenants, surtout notre très chère enseignante qui a parlé des voyages d'études, des recherches, des journées culturelles, des journées d'animation. Tout ce climat rentre dans l'environnement social de l'étudiant afin qu'il s'épanouisse. Parce que si on passe 3 mois entre 4 murs en train de fouiller dans nos livres, d'être devant Internet pour faire des recherches, d'être dans les laboratoires, d'être dans les industries, il faut un moment de détente pour permettre à l'étudiant de se ressourcer et de se rajeunir le cerveau et de booster un peu. Voilà à peu près tout cet environnement qu'organise l'école au profit de ses étudiants. Et aussi, pour conclure, nous disons que plus qu'une responsabilité académique, l'école polytechnique méditerranéenne assume et assure sa responsabilité parentale à ses étudiants. Les étudiants ne seront pas dépaysés une fois en Tunisie, ils sont toujours dans le noyau familial, ils sont toujours dans la cellule familiale avec le concours des étudiants, des enseignants, avec le concours du corps administratif. Voilà à peu près en quelques mots la contribution, la responsabilité sociale de l'école polytechnique méditerranéenne vis-à-vis de ses étudiants. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Fleury, pour votre présentation de la responsabilité sociale de l'école polytechnique méditerranéenne. Donc, maintenant, c'est un moment d'échange. Donc, si vous avez des questions sur nos formations, nos licences, nos cycles d'ingénieurs, la responsabilité sociale de l'école polytechnique méditerranéenne, donc le challenge Covid-19, la bibliothèque digitale, etc. Nous sommes tous là, le cadre administratif, les enseignants, les responsables filières pour vous répondre, nos chers étudiants. Si vous avez des questions. Oui. Est-ce que vous avez des questions? On vous écoute. Allô? Allô? Allô, oui? Oui? Non, c'est juste, nous tenons à rappeler à ceux qui nous suivent qu'ils peuvent intervenir aussi sur la page Facebook de l'école polytechnique. D'accord. Donc, si vous n'avez pas de questions, donc je vous rappelle que tout au long de cette journée,
nous avons eu donc la possibilité donc de présenter le département génie civil de l'école polytechnique méditerranéenne. Nous avons exposé les différentes activités donc des clubs de l'école polytechnique méditerranéenne. Nous avons fait donc des échanges sur le club Soft Skills, sur le challenge Covid-19, la bibliothèque digitale de notre école. Et durant donc ces 3 jours, on a eu la possibilité de connaître de près l'école polytechnique méditerranéenne. Donc, je me permets, à la fin de ces journées portes ouvertes organisées par notre école, qui ont été un moment fort pour connaître l'école et une bonne occasion de voir plus loin que les sites web et les réseaux sociaux la réalité de l'école polytechnique méditerranéenne. Nous nous permettons à la fin de ces journées de vous adresser nos sincères remerciements pour votre présence, votre confiance et votre aimable attention. Et nous espérons avoir le plaisir de vous retrouver en d'autres occasions. Bienvenue tous à l'EPM et nous sommes été vraiment très heureux de vous voir donc parmi nous. Merci beaucoup. À vous la parole, Monsieur Fleury. Alors, votre mot, donc, puisqu'on clôture nos journées portes ouvertes à l'école polytechnique méditerranéenne. Je pense que vous avez tout dit. Ça a été une très grande occasion pour beaucoup, je crois, nous croyons, de découvrir l'école polytechnique, de découvrir l'environnement d'études, de découvrir les contenus de formation et de découvrir le savoir-faire de l'école polytechnique, ce que l'école polytechnique propose aux étudiants, ce que l'école polytechnique propose au continent africain pour son développement. Ça a été une initiative très à saluer et je pense que pour la prochaine fois, nous aurons beaucoup de participants. Déjà là, ceux qui ont raté les 2 premières journées peuvent aller se ressourcer sur la page Facebook de l'école. Et aussi, n'oubliez pas que nous avons toujours le projet de la plus grande bibliothèque numérique. Venez contribuer pour laisser une trace à la génération future. Venez contribuer à travers des ouvrages pour montrer que, pour témoigner que vous aussi, vous avez contribué à la lutte de cette pandémie qui a agenouillé le monde et qu'on se bat encore contre elle. Voilà, madame, ce que j'ai à ajouter. Je vous remercie beaucoup. Je remercie les initiateurs du projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Fleury. Merci pour tout le monde, pour votre attention et nous espérons vous voir dans d'autres occasions. Donc, l'école polytechnique méditerranéenne salue tout le monde et bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.